La révolution est synonyme de massacre. Rappelons la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Les acteurs à l'origine de cette révolution sont pour la plupart des nobles, qui n'ont pas accepté que le roi Louis XVI réduise leurs privilèges dus à leur rang. La révolution a été un tournant catastrophique pour la France. Voici comment se comportaient les révolutionnaires mais également le peuple durant cette période sanglante et destructrice. Bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France. 5e partie de la vie quotidienne au temps de la Révolution, le calendrier et les fêtes. Alors si une réforme intéresse directement la vie quotidienne, c'est bien celle du calendrier décidé par la Convention en octobre 1793 et qui ne cessera d'être appliquée que 12 ans plus tard, le 1er janvier 1806. Une ère nouvelle. Alors cette ère nouvelle, elle débutait, comme chacun le sait, le 22 septembre 1792. À cette époque de l'année, les jours et les nuits sont exactement de la même longueur, si bien qu'un contemporain put dire que l'égalité était marquée dans le ciel au moment même où l'égalité civile et morale était proclamée par les représentants français. Alors, cette ère nouvelle, des années de 10 mois au lieu de 12, des mois de 3 décades au lieu de 4 semaines, des appellations charmantes ou baroques, imaginées pour remplacer les noms de saints du calendrier grégorien. Il y avait là de quoi bouleverser les vieilles habitudes du pays, du système présenté par Rome, député du Puy-de-Dôme, et singulièrement compliqué par Fabre d'Églantine quand il développa son rapport à la tribune de l'Assemblée, les grandes lignes seulement subsistèrent. Pouvait-on sérieusement donner au jour de la décade des noms de plantes, d'animaux ou d'instruments aratoires comme le souhaitait le conventionnel et s'en servir aussi pour remplacer les noms de baptême? Seuls quelques jacobins à tout crin trouvèrent bon d'appeler leur fils chien-dent, canard ou pissenlit et leur fille vache, carotte ou rhubarbe, mais les noms tirés de l'histoire grecque ou romaine furent infiniment mieux goûtés. Quant aux jours, on se contenta de les désigner par leur numéro d'ordre, trimidi, diodi, tridi, etc. Ce qui rétablissait entre eux une égalité parfaite. Plus de dimanches ni de fêtes religieuses, et c'était là le résultat le plus concret du changement de calendrier. Seulement pour rompre un peu la monotonie de l'année, on résolut de multiplier les fêtes civiques en l'honneur d'un grand événement, d'une idée symbolique ou d'une vertu républicaine. La fête de la Régénération, qui avait eu lieu au Champ de Mars le 10 août 1793, pouvait déjà servir d'exemple. Mais son éclat allait pâlir devant celui d'une autre journée, conçue par Robespierre et organisée par David, qui se déroula 10 mois plus tard, la fête de l'être suprême. On l'a maintes fois évoqué, l'apparition de Maximilien dans son ami bleu à revers rouge, la brusque froideur de ses collègues, l'apostrophe du sans-culotte qui, le voyant trôner sur la montagne du Champ de Mars, s'écria « Le bougre, il n'est pas content d'être le maître. Il lui faut encore être Dieu. » Autant de traits que les historiens ne pouvaient manquer de retenir. Mais si la cérémonie elle-même a été minutieusement décrite, on a moins analysé l'impression qu'elle produisit sur la foule, sur le public moyen de Paris. Justement, un témoin s'offre à nous, un témoin dont l'impartialité n'est pas douteuse, puisqu'il s'agit d'une fillette de 13 ans, Émilie C., en qui vous aurez vite reconnu notre petite amie Ziguette. Elle a vu la fête de bout en bout, conserve d'elle un souvenir enthousiaste, et dès le lendemain s'empresse de tout raconter à son père. Le 19 férial, on avait invité tous les citoyens à orner leur maison de guirlandes et de branches de chêne pour la fête en l'honneur de l'être suprême. Toutes nos fleurs artificielles y furent employées. Tu es bien persuadé que la nuit du 19 au 20 fut presque blanche pour moi par le plaisir qui m'attendait et par l'incertitude du temps. Le 19, le baromètre était entre la pluie et la grande pluie. Le 20, qui était hier, nous nous éveillâmes avant 5 heures du matin. À 6, je me levai. Notre maison était parée et nous n'avions plus qu'à nous arranger. Grande toilette pour moi. J'avais un caraco de linon, une ceinture tricolore, un fichu brodé en coton rouge et j'étais coiffé avec un fichu baptisé, arrangé comme le filet des femmes grecques, et mes cheveux tressés en 9 petites nattes étaient relevés par-dessus. Maman avait une robe de batiste, au bas de laquelle elle était très jolie, et une bordure qui avait un chapeau de paille avec des rubans de satin violet.
La citoyenne Jay, la gouvernante, était aussi en blanc et avait sur la tête un fichu de couleur que je lui ai arrangé. Nous mettons dans notre poche un peu de pain et du chocolat cru. Nous allons chercher la citoyenne Chaudet et à 8h30, nous partons toutes les quatre pour le jardin national, ayant chacune une branche de chêne à la main. Le spectacle qui attend ces dames est digne de toute leur curiosité. Entre le château des Tuileries, un amphithéâtre a été dressé, entouré de bas-reliefs qui représentent la justice, la vertu, la fidélité et le peuple français terrassant ses ennemis. La statue de la sagesse qui complète la décoration est pour le moment camouflée en figure d'athéisme. On se montre également un char superbe traîné par 8 taureaux aux cornes dorées et sur lequel se trouvent groupés les instruments de l'agriculture et des arts mécaniques. Une statue de la liberté et un arbrisseau paré de couleurs tricolores. Il nous semblait, déclare Ziguette, être transporté dans le temps des fêtes grecques. Nous ne demandons qu'à la croire sans trop savoir pourtant si un arbrisseau tricolore nous donnerait la même illusion. Mais la fête va commencer de loin. On voit le président, que la lettre ne nomme pas, mais en est-il besoin, mettre le feu à la statue de l'athéisme. Le cortège se forme, d'un côté les femmes, de l'autre les hommes, au milieu le bataillon des adolescents. Sur le coup de midi, le char s'ébranle, un cordon de conventionnels le précède. 6 hommes, en pantalon, petite veste et bonnet rouge. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Arrangés comme des bonnets figiens, conduisent les taureaux et l'immense machine en marche qui fait l'admiration de la fillette qui s'est portée au premier rang. Reste maintenant à gagner le champ de Mars. Pour éviter la bousculade, le meilleur moyen est de se glisser parmi les nymphes du cortège, ce qui enchante naturellement Ziguette. Lorsqu'elle arrive là-bas, devant la grande montagne, son lyrisme déborde. Tu ne peux te figurer le coup d'œil. Il semble que l'on ait pu transporter sur des rochers des Pyrénées au milieu du champ de Mars. Sur son sommet était un obélisque surmonté de la statue du peuple français, tenant la statue de la liberté et de l'égalité. Réellement, il semble que les Français soient des fées pour faire d'aussi belles choses en aussi peu de temps. Le champ de Mars semblait encadré par des gradins couverts de monde. On exécuta l'hymne à 6h30. À chaque strophe, le champ de Mars retentissait des cris de « Vive la République !» et les jeunes filles jetaient des fleurs. Mes cheveux en étaient remplis. Après la cérémonie, qui finit à 7h, nous mourions de faim, de soif et de fatigue. Le pain et le chocolat cru devaient être loin depuis longtemps. Cette narration presque enfantine a le mérite de nous montrer que l'accueil réservé par la foule à la glorification de l'être suprême fut beaucoup plus chaleureux qu'on ne l'a généralement prétendu. Crut-on vraiment que des temps nouveaux commençaient, que Robespierre allait, suivant le mot de Mallet-Dupan, fermer l'abîme de la Révolution ? Toujours est-il que le groupe des conventionnels, mis à part, l'enthousiasme fut quasi unanime. Beaucoup d'autres témoignages concordent, notamment celui d'une ouvrière parisienne qui résumait ainsi ses souvenirs du champ de Mars. Rien ne peut être comparé à la beauté de cette fête. Elle avait l'air d'élever le peuple et le mettait au niveau de sa puissance. La foule qui accompagnait ces cortèges était prodigieuse. À l'exemple de la capitale, la province ne pouvait manquer d'organiser, elle aussi, des solennités patriotiques. Plusieurs d'entre elles furent assez curieuses par la violence des sentiments qu'elles prétendaient exprimer. À Limoges, par exemple, c'est le mémoire de Marat qu'on célèbre le 14 octobre 1793, au milieu de boutiques fermées et de citoyens endimanchés, comme un ci-devant jour de Pâques. Le président de la Société populaire fit un éloge de l'illustre victime et le cortège se met en marche dans un désordre simple, majestueux et imposant. Gardes nationaux, fonctionnaires, hommes et femmes sont confondus et tous chantent l'hymne qu'on vient de leur distribuer, cependant qu'un écriteau se balance au bout d'une pique derrière le buste de Jean-Paul. À Marat, l'ami du peuple, c'est ainsi que le peuple honore ses amis. Pour former contraste, un mannequin de Gorsas vint ensuite décapité, saignant et traîné dans le ruisseau par un bouc d'une taille prodigieuse et d'une puanteur si horrible qu'il était impossible d'y tenir à 20 pas. Les écrits du journaliste sont suspendus à ses habits et un second écriteau sert de légende à cette vivante caricature. L'infâme Gorsas, c'est ainsi que le peuple traite ses ennemis. Le même peuple veut faire justice jusqu'au bout.
Il jette le mannequin et les œuvres de Gorsas sur un tas de titres féodaux destinés à être brûlés. Le président y met le feu et le buste de Marat, placé sur un char de triomphe, est solennellement conduit jusqu'à la salle des séances de la Société populaire. Il n'est point que les grandes villes pour goûter ce genre de distraction. Dans un bourg de la Dordogne, à Montpazier, on organise le 30 décembre une fête au Temple de la Raison, qui n'est autre que l'ancienne église. Un envoyé de Roux-Fazillac, représentant en mission, prononce un discours contre les calotins et prêche l'union et la concorde, sans s'apercevoir que les deux articles de son programme sont difficiles à concilier. Chaque citoyen prend ensuite une citoyenne par le bras, on se dirige en chantant vers l'arbre de la liberté et tout se termine par un banquet civique et fructueux. Le même jour, à Boulogne-sur-Mer, en présence du général de division Vincent, on fête la prise de Toulon par une mascarade rappelant un peu celle de Limoges. Entre deux aides fusillés, groupés autour de la fameuse Cateau du Nord, que personnifie un géant moustachu, voici venir la tourbe des rois, princes et généraux. Un prêtre vendéen tient d'une main un chapelet, de l'autre un poignard ensanglanté. Derrière le roi, des marmottes. Monsieur Pitt et son doux maître Georges Dandin sont à Califourchon sur des ânes. Le Saint-Père est représenté par une grosse pie affigée de la vorace gloutonnerie de l'animal qu'on appelle pape. Un ours constellé de décorations figure son Altesse Sérénissime, le prince de Cobourg, sur un char traîné par des chiens. Les premiers sujets des cours et basses-cours allemandes sont incarnés par des pourceaux et un tonneau surmonté d'une pique sert d'emblème au Stratouder. Après avoir réjoui la ville, ce cortège de carnaval se disloquera sur la place de la Fédération où les rois, les princes et leurs suites seront foulés aux pieds par le peuple. En 1794, les festivités parisiennes rendent la province jalouse. Plusieurs villes se piquent d'émulation. Et c'est ainsi que l'aide suprême vient faire une petite tournée à Évreux. Tout comme un ténor de grande classe, il gâte même les Hébroïciens, puisque sa visite a lieu le 8 juin, c'est-à-dire 12 jours avant la cérémonie parisienne. Nicolas Rogue, l'historiographe du lieu, a le bon esprit de nous décrire cette sorte d'avant-première. Il nous montre les maisons toutes parées de branchages et de guirlandes de fleurs, les citoyens et les citoyennes uniformément vêtus de blanc qui vont se rassembler sur la grande route de Caen. Les pères à droite avec leurs fils et les femmes à gauche avec leurs filles, et portant tous des bouquets à la main. Une vraie fête-Dieu dont la raison sociale a seulement été modifiée. Sous l'escorte de l'inévitable garde nationale, d'un groupe de gendarmes et d'un bataillon régulier qui se trouve de passage à Évreux, les autorités prennent la tête du cortège et l'on se met à chanter des airs patriotiques accompagnés par une musique guerrière. Sur la place de la Révolution, autour de l'arbre de la Liberté, on a élevé une montagne préface modeste de celle du Champ de Mars. Quand le peuple aura été se recueillir devant le temple de l'Éternel, quand les voix seront fatiguées de chanter des hymnes et que les jeunes filles seront fatiguées de chanter et que les jeunes filles auront épuisé les fleurs que contenaient leurs bannettes, un bal terminera la journée et les deux sexes éloignés l'un de l'autre par les rigueurs du protocole pourront enfin se réunir. La chute de Robespierre ne devait nullement interrompre l'usage des fêtes, pas plus dans les grandes villes que dans les petites. Le 16 octobre 1794, nous voyons les Lyonnais organiser une grande cérémonie pour l'inauguration de la statue de Jean-Jacques Rousseau par Chinard. Solennité où la sensiblerie du siècle semble s'en donner à cœur joie. D'après le procès-verbal officiel, le cortège comprend 6 groupes, un groupe de jeunes garçons portant une bannière avec cette inscription. Il nous a donné Émile pour modèle, un groupe de jeunes filles. On voit parmi nous la candeur de Sophie, un groupe de mères allaitant leurs enfants. Il rendit les mères à leurs devoirs et les enfants au bonheur. Un groupe de Lyonnais ayant connu et reçu Rousseau, il connut à Lyon les charmes de l'amitié. Un groupe de Genevois fiers de l'homme voté par la Convention. Genève, aristocrate, l'avait proscrit. Genève, libre, a vengé sa mémoire. Enfin, un groupe de vieillards, d'artistes et de citoyens portant en grande pompe le livre du contrat social auquel on a emprunté cette célèbre formule « L'homme est né libre ». Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.
Plus on allait, plus les fêtes républicaines prenaient, comme on le voit, un caractère moral, philosophique, on pourrait presque dire religieux. Elles entraient si bien dans les mœurs que la Convention, avant de se séparer, jugea nécessaire de leur donner un statut définitif. Elle créa 7 fêtes nationales: fête de la République, le 1er Vendémiaire, 22 ou 23 septembre suivant les années, fête de la jeunesse, le 10 Germinal, 30 mars, fête des époux, le 10 Floréal, 29 avril, fête de la reconnaissance, le 10 Prairial, 29 mai, fête de l'agriculture, le 10 Messidor, 28 juin, fête de la liberté, les 9 et 10 Terminor, 27 et 28 juillet, et fête de la vieillesse, le 10 Fructidor, 27 août. Ainsi, la vie quotidienne, jalonnée par quelques grandes dates, perdait de sa monotonie. Certains jours parlaient de l'esprit, prenaient une valeur symbolique et remplaçaient les fêtes traditionnelles que le calendrier nouveau avait pour objet d'abolir. Voilà fini ce chapitre. Nous allons maintenant faire le chapitre « Les émigrés à l'intérieur ». On se rappelle le passage des Mémoires d'Outre-Tombe, où Chateaubriand conte sa détresse en Angleterre à l'époque de l'immigration. Voilà ce qu'il dit. « Je suçais des morceaux de linge et je trempais dans l'eau, je mâchais de l'herbe et du papier. Quand je passais devant des boutiques de boulangers, mon supplice était horrible. Par une rude soirée d'hiver, je restais 2 heures planté devant un magasin de fruits secs et de viande fumée, avalant des yeux tout ce que je voyais. J'aurais mangé non seulement les comestibles, mais leurs boîtes, paniers et corbeilles. » Voilà de quoi nous apitoyer sur le sort des réfugiés français durant ces années lamentables. Encore les autres de Londres comptaient-ils parmi les plus favorisés, puisque certains d'entre eux touchaient un shilling d'allocation par jour. Dans les villes allemandes, au contraire, Koblenz, Hambourg, Munich, Bamberg, pas de secours officiel à espérer, sinon pour les très grands seigneurs. Quand on se trouvait à bout de ressources, et c'était le cas général puisqu'on ne touchait plus de revenus, il fallait mendier par les rues ou exercer des métiers invraisemblables. Au coin d'une place d'Erlanger, le comte de Vieux-Ville cirait les bottes et faisait les courses des bourgeois. La marquise de Lalonde tenait la caisse dans un café. Le marquis de Montbazet était allumeur de quinquet. Le chevalier d'Anselme, acteur. Madame de Saint-Marceau, fille de boutique, tandis que la comtesse de Virieux ravaudait les bas en plein vent comme une simple Fanchon du Pont-Neuf. Et que d'autres métamorphoses encore. Perruquier, professeur de danse, garçon, limonadier, frotteur, ouvreur, de portière, tous les emplois, tous les rôles étaient bons pour ce monde naguère si brillant, si préoccupé de son plaisir et dont la dernière comédie de société se terminait par un drame de la faim. L'épreuve dut être effroyable, mais il est permis de penser qu'elle l'était, pour certains largement méritée. Le loyalisme à rebours des promoteurs de l'immigration, de ceux qui étaient partis en masse dès 1789 dans le sillage du comte d'Artois, du prince de Condé et des Vaudreuil et des Lambesque, ne pouvait avoir que des conséquences fatales. Vouloir sauver la monarchie en déclarant la guerre à la France et en appelant l'étranger chez nous, pas de procédé plus infaillible pour couper la nation en deux. Exaspérer la lutte des classes, donner à la Révolution un caractère de violence qu'elle n'avait pas à ses débuts. Bref, pour attirer sur l'aristocratie d'abord et sur la royauté ensuite de formidables représailles. Mais on ne comprenait pas à l'époque que ces gens voulaient sauver le roi. Que l'immigration ait été une faute lourde contre la patrie, c'est une question de sentiment partagé. Et que l'on sait combien, en pareille matière, les idées du XVIIIe siècle pouvaient différer des nôtres. Mais quelle était pour la noblesse une manière de suicide, c'est une question de pure logique. Les premières victimes de cette folie furent les aristocrates restés en deçà des frontières. Les gens de bonne volonté qui, répugnant à quitter leur foyer, et pensant d'ailleurs que les troupes finiraient par s'apaiser, avaient essayé tant bien que mal de s'adapter au régime nouveau. Quand les provocations de Koblenz et bientôt de l'invasion du territoire eurent déchaîné les violences populaires, ce furent eux qui payèrent pour les autres. Bouc émissaires de l'immigration, ils se virent rapidement traités en ennemis, soumis à 1000 vexations, menacés dans leur personne et dans leurs biens. Ils n'eurent plus dès lors qu'une ressource, se cacher par tous les moyens, chercher des gîtes de fortune, changer de nom et souvent de visage. Peu d'existences plus terribles que la vie de ces malheureux, les lettres et les mémoires du temps sont là pour en témoigner. Dans la seule région parisienne, beaucoup de nobles n'avaient pu attendre que la loi de police générale du 16 avril 1794 leur ait interdit de résider à Paris pour penser que le séjour de la capitale ne leur valait rien
et pour aller se réfugier dans les villages de banlieue. Dès le printemps de 1793, le club des 50, où quelques royalistes venaient encore assez régulièrement lire leurs journaux et faire leur partie de billard, se vida comme par enchantement. Ces messieurs avaient juré qu'une cure de campagne s'imposait. Ils se terraient à Suresnes, à Saint-Cloud, à Meudon, ne se permettant qu'assez rarement, quand leurs affaires les y obligeaient, des incursions intramuros. Genre d'expérience qui pouvait d'ailleurs se terminer fort mal, car une fois entrés dans la souricière, on courait le risque d'y rester. L'un de ces campagnards d'occasion, Pierre Julian, que nous avons rencontré naguère à Montpellier, tandis qu'il y faisait son droit et qu'il y fréquentait les bals, faillit l'apprendre à ses dépens en septembre 1793. Venu à pied de sa retraite meudonnaise, il s'était présenté à la barrière de Vaugirard avec de faux papiers et sous le plus pittoresque des accoutrements. Depuis longtemps, écrit-il, je ne portais plus dans ces voyages qu'un pantalon et une veste d'ouvrier. Je me noircissais le visage et je passais en effet pour un des ouvriers de la verrerie dont le directeur m'avait donné un passeport en cette qualité. La barrière de Vaugirard n'était pas sa route habituelle. Il lui fallut parlementer avec le piquet de garde, exhiber ses papiers et laisser prendre son signalement. Heureusement pour lui, le commandant du poste semblait s'être levé du bon pied. Il poussa même l'obligeant jusqu'à lui dire « À ton retour, si l'on te fait des difficultés, tu n'auras qu'à me demander. Je suis le citoyen Champagnat. » Naturellement, Julien n'eut garde d'oublier le nom du patriote et se fut plein d'une belle confiance que vers la fin de la journée, ayant terminé ses affaires, il revint à la même porte pour obtenir son exact. On juge de sa désillusion quand il s'entendit répondre que Champagnat n'était plus là. Les uns disaient qu'il était au comité révolutionnaire, cela à l'Assemblée générale de la section, car Champagnat était de tout. On expédia de tous côtés, mais ce fut en vain. Je me désolais, je me demandais, je me démenais de toutes les manières pour attendrir les soldats du poste. Je disais que ma femme et mes enfants me croiraient mort, qu'ils m'attendaient pour dîner, qu'il n'y avait pas de justice à me retenir ainsi, qu'ils voyaient bien que j'étais un pauvre ouvrier qui n'avait rien à démêler avec les aristocrates. Tout était inutile. Mes camarades des sans-culottes étaient inexorables et ne voulaient entendre de rien. Or, le pauvre Julien savait bien que si l'on l'empêchait de sortir, si sa ruse était découverte, le déguisement, le faux passeport, c'était l'arrestation certaine et sa comparution à bref délai devant le tribunal révolutionnaire. Il suait déjà à grosses gouttes quand, après de vaines recherches, son libérateur parut enfin, expliquant la raison de son absence. L'homme de confiance de la section de Vaugirard, le délégué du comité révolutionnaire, était perruquier de son état, et comme ses dignités récentes n'avaient pas altéré sa simplicité démocratique, il venait simplement de passer une heure à raser quelques-uns de ses subordonnés dans une dépendance du corps de garde. Un mot de lui et le faux ouvrier put reprendre le chemin de Meudon. Mais il l'avait échappé belle. Jamais dans son esprit la lame d'un rasoir n'avait rassemblé davantage au couperet de la guillotine. De telles alertes étaient fréquentes dans la vie des aristocrates, qui n'avaient pas voulu s'éloigner de Paris. Certains allaient jusqu'à penser que les retraites les plus sûres se trouvaient encore dans la grande ville. Mais de quel luxe, de précautions fallait-il s'y entourer pour échapper aux dénonciations et aux vengeances particulières. Beaucoup de nos vieux immeubles parisiens recèlent encore des coins de greniers, d'infimes réduits habilement dissimulés, où plus d'un malheureux dut passer des jours et des jours pendant la période des visites domiciliaires. Il n'y avait pas si longtemps qu'on démolissait rue de Vaugirard une maison où certains placards, avec leur aménagement très spécial et leurs murs revêtus de graffitis, donnaient vraiment l'impression d'anciennes caches révolutionnaires. Mais en pareille matière, le roman de l'histoire risque de se confondre et la prudence est de rigueur. Moins exposés malgré tout et généralement moins malheureux étaient les ci-devant nobles que leur désir de calme avait poussé à se réfugier en province, assez loin parfois de leur résidence habituelle et en usant de mille subterfuges pour se faire tolérer par les autorités locales. Les mémoires de Madame de Chastenay dépeignent de façon assez touchante l'existence qu'ont pu connaître ces immigrés de l'intérieur que le souci de leur sécurité avait tirés hors de chez eux. Il s'agit là d'une famille de bonne noblesse provinciale originaire de la Côte d'Or. Le père a servi comme officier au régiment des dragons Bouffremont. Sa femme est une grande malade qui ne sort presque pas de son lit. 2 enfants, un jeune homme, Henri, et sa sœur qu'on appelle Madame parce qu'elle a déjà été reçue chanoinesse au chapitre noble d'Épinal,
Quand la Révolution tourne au tragique, les Chastonnais, quittant Paris, vont chercher un asile à Rouen, où au prix de grandes privations et dans une retraite plus qu'austère, ils peuvent laisser passer l'orage. À coup sûr, pour une jeune fille et même pour une chanoinesse, une pareille vie peut sembler bien austère. La mère ne sort presque jamais. Monsieur de Chastenay passe le plus clair de son temps à faire des démarches utiles ou à lire dans sa cellule. En voyant son Pierrot de toile grossière et ses cheveux coupés tout à plat, la pauvre fille doit regretter ses jolies robes et l'éclat des fêtes de Versailles. Elles sont console en faisant de la musique, en composant des romances et en allant se promener avec son frère dans le beau jardin de Saint-Ouen. Il faut avoir passé, écrit-elle, par cette inconcevable époque pour soupçonner encore ce qu'on pouvait sentir. On ne se faisait point d'illusions. Nous nous disions, mon frère et moi, en parcourant un soir ces délicieux vallons, qu'avant 6 mois, nous aurions tous passé sous le feu de la Révolution. Cependant, ces fleurs nous charmaient. Je n'ai jamais vu de printemps si beau que celui de 1794. On eût dit que la nature voulait consoler le monde des crimes de la société. Les promenades des environs de Rouen offraient des bocages enchantés. Je me souviens du chemin des côtes, tout ombragé de grands poiriers chargés de fleurs. Le bonheur me paraissait là. Combien je me fusse trouvé heureuse si tout à coup un génie bienfaisant y eût borné notre univers en nous y promettant la paix. Hélas, le génie bienfaisant ne se manifestait que sous les espèces de l'honnête Pierre Sergent, fermier d'un oncle de la jeune fille, qui s'était bravement constitué le nourricier des Chastonnais. Quand la détresse devenait trop grande, car à Rouen comme à Paris, on faisait la queue chez le boulanger, et quelques livres de riz eussent été un accaparement. On voyait arriver le brave homme avec une grosse miche de bon pain dissimulé sous son manteau, et quelquefois un morceau de viande choisie. Jour de fête que cela. On faisait signe à quelques amis, Madame d'Aubusson, Monsieur Berry, Monsieur Léris. Après le dîner qui avait lieu vers les 3 ou 4 heures, on lisait des romans à haute voix, on se racontait des nouvelles, on jouait aux échecs ou au tric-trac. Aimable vie provinciale, en somme, attristée seulement par les bruits plus ou moins sinistres qui se répandaient chaque matin et par la crainte perpétuelle des visites domiciliaires. Quand l'une d'elles était annoncée dans le voisinage, on se mettait sur la défensive. La grosse miche était découpée en morceaux et chaque membre de la famille cachait soigneusement le sien. De même pour les paquets de chandelles et la provision de pommes de terre qu'on se partageait entre amis. Les difficultés financières devenaient aussi des plus aiguës, car naturellement les Chastonnais n'étaient payés d'aucun côté. Ils s'en tiraient comme beaucoup d'autres en brocantant les épaves de leur ancien luxe. L'argenterie vendue à taux de 50 livres le marc, en papier hélas, et la cave pleine d'excellents vins qui avait pris sans doute le chemin d'un restaurant du Palais Royal. Enfin, une question délicate se posait tous les 3 mois. Légalement, nos bourguignons auraient dû habiter la Côte d'Or, et chaque trimestre, ils étaient forcés de fournir un certificat de résidence signé par 9 témoins de Châtillon-sur-Seine. On devine combien cette formalité pouvait être laborieuse, et quel dévouement elle exigeait de la part des braves gens qui s'y prêtaient à leurs risques et périls. Il fallait beaucoup de courage, soupire Madame de Chastenay, pour servir de témoin à des gens de notre situation. Il pouvait en coûter la vie. Des inquiétudes aussi fréquentes étaient de nature à troubler les plus sereines philosophies. Mais quand on a 23 ans et qu'on a lu Gessner, comment ne pas se laisser vite reprendre par les charmes de la campagne? Dès que brillait un rayon de soleil, surtout quand les arbres fruitiers se paraient de fleurs roses et blanches dans les vergers de Saint-Aignan, on voyait la petite chamoinesse oublier toutes ses misères. Et ce tragique printemps de 1794, ce printemps que les poètes eux-mêmes ne songeaient plus à célébrer, savait encore mettre de la joie dans le cœur d'une gentille Française. Voilà, fini ce chapitre les immigrés de l'intérieur. La vie quotidienne en prison. Les prisons de 1793 et de 1794 méritent-elles leur réputation? On nous les dépeint généralement sous les couleurs les plus noires, mais considérées en elles-mêmes, si l'on en fait l'abstraction des charrettes de Fouquetinville, elles n'ont rien de spécialement dur. Bien au contraire, le régime appliqué aux détenus fut souvent presque libéral. La plupart des anciens couvents parisiens qu'on avait transformés en maisons d'arrêt
Port-Libre, ci-devant Port-Royal, les Carmes, l'Abbaye, les Écossais du Luxembourg, les Bénédictins, Anglais, les Anglaises de la rue de Loussine, Saint-Pélagie, Saint-Lazare, etc. Manquaient totalement de confort parce qu'on les avait aménagés trop vite, mais la vie en commun y donnait l'illusion d'une demi-liberté. Et l'on y jouissait de tolérance quand vivraient certainement les clients de nos prisons modernes. Ne parlons pas d'établissements d'un genre très particulier, comme la maison de santé du docteur Bellhomme, rue de Charonne, où les aristocrates malins, vrais embusqués de la terreur, se faisaient enfermer pour rire, certains d'y être protégés par l'influence de leur hôte et de pouvoir, moyennant finance, donner des soupers fins, organiser des concerts, recevoir de jolies actrices, une Lange ou une Mézeray, bref, s'accorder toutes les licences, omis celle de sauter le mur. Entrons plutôt dans une vraie prison. Passons par exemple sous le porche noir qui s'ouvre en haut du faubourg Saint-Martin. Comme Saint-Lazare et pauvres en lit, ces pensionnaires involontaires ont le droit d'apporter le leur. Beaucoup en profitent pour se faire envoyer un mobilier complet. Armoire, commode, bibliothèque, au besoin un piano forte. Les chambres sont généralement occupées par 2 ou 3 personnes, mais elles sont larges, aérées et offrent une vue qui s'étend jusqu'aux pentes du Mont Valérien. Pas de barreaux aux fenêtres, pas de verrous extérieurs aux portes et pendant les premiers mois surtout, pas de couvre-feu à heure fixe. Comment n'aurait-on pas l'impression d'être un peu chez soi, dans une maison où l'on peut circuler librement de jour et de nuit, se coucher tard ou de bonne heure, tenir sa chambre ouverte ou fermée, flâner et rêver à sa guise. Les lettres se reçoivent sans être ouvertes et s'expédient de la même façon. Les envois de paquets aux détenus sont également autorisés. Rien de plus commode pour les gourmets qui peuvent ainsi faire venir leurs provisions du dehors et cuire ensuite leur déjeuner sur des petits fourneaux portatifs qu'ils installent dans les couloirs. Une fois que chacun s'est acquitté de ses besognes domestiques, on redevient des gens du monde. On va saluer ses voisins et présenter ses devoirs aux personnes de qualité, suivant les règles d'une étiquette aussi scrupuleusement observée à Saint-Lazare qu'à Versailles. Pour les amateurs de sport, les parties de bar et de ballon s'organisent dans une des cours qu'on vient de sabler récemment. D'autres s'occupent de 1000 travaux, font de la musique, peignent, dessinent. Dans une chambre assez vaste qui est devenue son atelier, Hubert Robert brosse de charmants petits paysages sur des assiettes timbrées du cachet de la prison. En attendant qu'André Chénier vienne partager son exil, le poète Roucher fait des vers et admire le rosier que lui a envoyé sa fille. Quel plaisir pour l'auteur des Mois de sentir un peu de printemps chez lui. Faveur bien plus précieuse encore, il a été autorisé à garder avec lui son petit garçon, un jeune suspect de 4 ans, que la colonie féminine va naturellement adorer. Toutes les belles dames du lieu le comblent de jouets, de gâteaux, l'invitent cérémonieusement à dîner, lui donnent un serin, des colombes, un lapin qui fait l'exercice, si bien que la cellule paternelle se transforme rapidement en ménagerie. Tant que les choses ne se gâteront pas, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de la prétendue conspiration des prisons, tel sera le régime de Saint-Lazare. À 1 siècle et demi de distance, supposer qu'il soit appliqué dans un des quartiers de la santé, nos détenus politiques eux-mêmes se féliciteraient du changement. Entre ces geôles révolutionnaires, il peut y avoir des différences. Salubrité plus ou moins grande, nourriture plus ou moins mauvaise, mais le ton général ne varie pas. Au Madelonnette, les ci-devant ministres Saint-Priest et de la Tour, Dupin, reçoivent chaque jour les visites protocolaires du ci-devant lieutenant de police et des ci-devant conseillers du Parlement, que leur captivité n'empêche pas d'être tirés à 4 épingles et de bien poudrer leurs perruques. Quand le grand bâtiment d'allure plutôt sinistre que gouvernait naguère les religieuses ursulines, des acteurs de la comédie française ont été mis en pénitence. Il y a là des rois de tragédie, des pères nobles, des jeunes premiers, tout un peu étonnés d'un rôle auquel rien ne les préparait. Qu'on vous emprisonne, vous autres, lance d'Azincourt à ses confrères, vous qui incarniez des Césars, vous qui représentiez des marquis et qui portiez des talons rouges, passe encore. Mais moi qui jouais les valets, les pauvres valets sans culotte, et pour lui remonter le moral, La Rochelle fait des pitreries. Champville invente des farces rabelaisiennes, le genre comique reprend ses droits. À Port-Libre, même atmosphère. On organise des séances dont l'Arrive est la grande vedette. Il déclame des vers de Guillaume Tell, des strophes de Marie-Joseph Chénier, et l'ombre de la mère Angélique ne doit pas en croire ses oreilles. On trouverait des scènes analogues dans presque toutes les prisons d'arrêt parisiennes en feuilletant les almanachs des prisons, les mémoires sur les prisons ou les mémoires d'un détenu de Riouf. Et il faut ajouter qu'en province, les choses n'allaient pas différemment. Sans nous éloigner beaucoup de Paris, suivons au Récollet de Versailles le royaliste Julien, l'homme de la barrière de Vaugirard, qui après avoir
Dépisté quelque temps la police, a fini par se faire arrêter. Dès qu'il arrive là-bas, il a l'impression d'être libre. Une cour assez vaste, 2 étages de corridor où chacun circule à son gré, une bonne chambre, un grand réfectoire, que pourrait-il désirer de plus? Ses journées se règlent comme il l'entend. Il consacre chaque matin 2 heures à la rédaction de son journal, puis il va chercher chez Madame L, ancien écuyer de Madame, fille de Louis XV, où reçoit le digne homme chez lui, et l'on fait ensemble une partie d'échecs. Le seul regret des 2 amis est d'avoir vu mutiler le beau jeu d'ivoire et d'ébène que Julien avait acheté. Avant d'en autoriser l'entrée, le concierge des Récollets, farouche patriote, n'a-t-il pas exigé qu'on brisât les couronnes du roi et de la reine du jeu? Les soirées se passent généralement chez Madame de F, où l'on joue au whist et au reversi, où les demoiselles de Sainte-M inspirent plus que de l'intérêt à Julien. Et au marquis de C, le petit cercle s'enrichit bientôt d'une nouvelle recrue, Madame de R, le plus amusant des hommes. Il possédait, nous dit Julien, tous les arts d'imitation, et particulièrement celui de rendre et de modifier avec une si parfaite vérité le son du corps de chasse, en appuyant une assiette sur sa joue, qui lui était souvent arrivé aux chasses du roi de détourner les chiens et de tromper les chasseurs. Comment penser après cela que les prisonniers de la terreur ne connurent que des heures tragiques? Certes, il n'est jamais agréable de renoncer à sa liberté, mais dès qu'on est nombreux à partager le même sort, la privation est moins sensible. Au Récollet comme au Luxembourg, à Port-Livre comme à Saint-Lazare, on aurait vite fait de s'adapter. Ce l'ombre au tableau, hélas, la crainte de faire brusquement connaissance avec l'accusateur public. Sous le coup de cette menace perpétuelle, comment goûter pleinement des parties de whist et les imitations de corps de chasse quand la charrette vient vous prendre? Alors, je vais terminer par un dernier chapitre, avant de clore cette histoire de France, la vue au temps de la Révolution, chapitre 5, on fait la guerre. On jugerait sans équité les hommes de la Révolution si l'on oubliait qu'à partir de 1792, et plus encore de mars et décembre 1793, la France s'est trouvée en lutte avec la moitié de l'Europe. Une mentalité de guerre, tel fut le trait saillant de l'époque, mentalité qui se compliqua du fait qu'une partie de la nation, la plus brillante, la plus riche, celle qui avait dominé jusqu'alors, combattit dans les rangs de l'ennemi. Situation tragique qui donne sa vraie figure au drame de 93 et le différencie d'une autre grande épreuve de notre histoire, des événements de 1870 et de 1914 par exemple. Entre les dangers extérieurs et intérieurs, la Première République est avant tout un régime de combat. Les plus magnifiques élans trouvent là leur explication et les pires colères à leurs excuses. Si la lutte est rapidement devenue sauvage, si le peuple le plus humain et le plus souriant du monde s'est abandonné aux violences les plus sombres, il faut en chercher la raison moins dans la politique pure que dans les dangers d'invasion dont il se sentait menacé. Un tel péril ne pouvait manquer d'ébranler les nerfs du pays. Et qu'il se révéla, dans les villes comme dans les campagnes, tous les yeux se tournèrent vers l'armée. La tranquillité de chaque foyer allant dépendre désormais de ses succès ou de ses revers. Nouvel aspect de la vie quotidienne française où la guerre va jouer le premier rôle. Mais n'essayons pas de l'évoquer sans rappeler d'abord à grands traits comment s'étaient formées ces légions de la République, cette jeune armée sortie du peuple et qui s'était levée pour la défendre. Durant les 2 premières années de la Révolution, un rapide travail de désagrégation s'était accompli parmi les régiments de l'ancienne monarchie, diminuant fortement leur valeur militaire. Tandis que de simples soldats et bas officiers faisaient cause commune avec les patriotes, nombre de chefs d'un grade plus élevé affichaient leur sympathie à l'égard des aristocrates et donnaient leur démission pour s'enrôler dans l'autre camp. Ce fut surtout en 1791, après la fuite manquée du roi, que la crise de commandement prit des proportions inquiétantes. Or, à ce moment précis, le vent tournait franchement à la guerre. Renforcer l'armée, compléter ses effectifs, reconstituer ses cadres, voici la tâche qui s'imposait sans qu'il y eût à perdre une minute. 2 ans plus tôt, Dubois-Crancé avait bien proposé d'instituer le service obligatoire universel, mais la Constituante avait marqué ses préférences pour un essai de recrutement par l'engagement à long terme. Le système n'ayant rien donné, Alexandre de Lameth avait prévu qu'on se trouverait en cas de conflit dans le plus cruel embarras. L'événement lui donna raison en 1791 et comme il fallait aller vite, on décida, faute de mieux, de puiser dans la garde nationale. Rien ne sentait plus l'improvisation que cette fameuse milice bourgeoise, née à peu près spontanément durant la crise de juillet 89. Le statut qu'on lui avait donné l'année suivante établissait que seuls pouvaient en faire partie les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui payaient une contribution égale à la valeur de 3 journées de travail.
On voulait qu'un garde national disposât de ressources nécessaires pour s'équiper à ses frais et payer de ses deniers le bel ami bleu de roi à doublure blanche et un revers écarlate qui émerveillait les citoyennes durant les défilés et les parades. Ainsi déguisés en héros ou en cadors, tout fiers de leur épaulette jaune et des mots Constitution et liberté brodés sur les parements de leur tunique, nos gardes étaient répartis en compagnies et en bataillons. Ils élisaient leurs officiers et chaque bataillon recevait un drapeau sur lequel on pouvait lire d'un côté le peuple français de l'autre, la liberté ou la mort. Après la fuite de Varennes, la Constituante décréta la mobilisation, on disait la mise en activité, de tous les gardes nationaux des départements frontières. De plus, pour compléter l'armée, elle ordonna la levée de 100 000 volontaires pris parmi les gardes nationaux des autres régions. On espérait former ainsi 169 bataillons nouveaux. Mais la tâche annonça énorme et comme la garde nationale, institution civile, dépendait uniquement des corps élus, ce fut aux municipalités et aux administrateurs de districts et de départements qu'incomba le soin de recruter, d'organiser, d'équiper et d'encadrer les volontaires. On imagine que l'activité régna d'un bout de la France à l'autre. Durant plusieurs semaines, grandes villes et petits hameaux rivalisèrent de bonne volonté. Dès le dimanche 26 juin 1791, soit 4 jours après Varennes, et même un peu plus tôt, en certains endroits, des registres s'ouvrirent dans les mairies afin de recevoir les noms, surnoms, âge, qualité et demeure de ceux qui voulaient s'inscrire pour la défense de la patrie. En Lorraine, près de la frontière, cette brusque levée d'hommes s'accompagna d'une émotion intense. Les villages sonnaient le tocsin. Les gardes nationaux s'assemblaient en armes et dans toutes les directions, des brigades de gendarmerie et des piquets de troupes de ligne barraient les routes. Les hommes valides demeurés au village mettaient en défense leur habitation, comme s'il se fût agi de l'invasion soudaine des Autrichiens que les gazettes royalistes annonçaient depuis des mois. Des familles entières, chez lesquelles le souvenir de la Grande Guerre de 30 ans était demeuré vivace, s'attendaient à voir apparaître les odieux Suédois et fuyaient éperdus se cacher dans les bois. Dans les régions de l'Ouest, au contraire, où le danger semblait moins proche, les opérations de recrutement se déroulèrent d'une façon presque joyeuse. Le maire de la petite ville de Craon, par exemple, profita de ce que la fête patronale du pays tombait le 25 juin pour se rendre sur le pré où ses administrés dansaient, y faire battre le tambour, lire le décret entre deux bancs et exhorter les gars de la Mayenne à répondre à l'appel de l'Assemblée. Le futur général baron Pouget, témoin de la scène, l'a évoqué dans ses souvenirs. « Je me trouvais là, raconte-t-il, toute la jeunesse s'écria « Si monsieur Pouget veut s'inscrire, nous ferons comme lui. » Je pris aussitôt la plume, je signai, et tous mes jeunes concitoyens m'imitèrent. De pareils exemples dureraient fréquents, l'émulation poussant toutes les classes de la société à figurer parmi les volontaires. On y vit même quelques nobles et quelques prêtres. Les plus nombreux furent de beaucoup les bourgeois, rentiers, robins ou marchands. Il y eut aussi des artisans, des ouvriers. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, seuls les cultivateurs boudèrent, retenus par leur amour du sol. Se décidèrent pourtant à partir quelques jeunes paysans dont les parents venaient d'acheter des biens d'église et qui voulaient prouver leur zèle. Patriotisme mis à part, des avantages très appréciables étaient d'ailleurs assurés aux nouvelles troupes. Engagement d'une seule année, solde relativement élevé, discipline peu rigoureuse, promesse de congés et d'avancement rapide, groupement en compagnie d'après les pays d'origine. On avait vraiment tout fait. On avait vraiment tout fait pour multiplier les enrôlements. Et ces habiles dispositions ne tardèrent pas à porter leurs fruits. 2 mois à peine après Varennes, les 100 000 recrues étaient trouvés. Restait à en faire des soldats. Ce fut l'œuvre des commissaires, nommés par les départements, la plupart anciens officiers. Pour l'équipement de nos futurs grognards, les difficultés étaient grandes, beaucoup d'entre eux étant, contrairement à la loi, des citoyens passifs, n'ayant pas le moyen de se payer le moindre uniforme. Si le proverbe dit « on ne prête qu'aux riches », c'est sans doute pour la raison qu'aux pauvres on est forcé de donner. Afin d'acheter des souliers, des tuniques et des fusils, des collectes s'organisèrent, des réquisitions eurent lieu, et quand les nouveaux bataillons furent à peu près armés et vêtus, quand ils eurent reçu les beaux drapeaux neufs, souvent bénis, à l'issue de la grand-messe par un évêque constitutionnel, ils purent enfin se diriger vers la frontière. Est-il besoin d'ajouter que leurs étapes de ville en ville furent marquées par des réceptions enthousiastes et d'innombrables vins d'honneur. Après avoir joué le rôle de magasin d'habillement, la France se transforma durant toute cette période en une vaste salle de banquet.
La guerre ne devait être déclarée que le 20 avril 1792. On sait que durant les premiers mois, les revers succédèrent aux revers. Cependant, malgré la débandade des armées de Dillon et de Biron et la rupture de nos lignes au nord, l'Assemblée, craignant de provoquer un mouvement qu'elle ne pourrait plus contenir, n'avait pas encore adressé d'appel au pays. Il fallut l'anarchie grandissante, le double jeu de la cour, les intrigues louches de Lafayette pour vaincre ses hésitations, et il a décidé à voter dans la séance du 11 juillet la proclamation suivante. Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières. Tous ceux qui ont horreur de la liberté s'arment contre notre constitution. Citoyens, la patrie est en danger. Il ne s'agissait plus cette fois de militariser des gardes nationaux ou des fanfarons, mais d'appeler sous les drapeaux des volontaires de toute nature. Propagande plus difficile pour laquelle on eut recours à un grand luxe de mise en scène. Le dimanche 22 juillet, le canon d'alarme du Pont-Neuf fit entendre sa voix, tandis que celui de l'Arsenal lui répondait d'heure en heure. Le rappel fut battu dans tous les quartiers. Des officiers municipaux, précédés de cavaliers, de porte-étendards et de musique, parcoururent la ville en tous sens, s'arrêtant au carrefour pour lire des proclamations. Sur les places importantes, au milieu d'un cercle de drapeaux, des tentes avaient été dressées et des tables portées par des tambours servaient à recevoir les enrôlements. Rien que pour Paris, en 3 jours, on ne compta plus de 4000. Après le 10 août, le mouvement s'étendit encore et l'on peut dire que dans l'ensemble du pays, ces résultats furent magnifiques. Ce fut cette armée de volontaires qui arrêta les Prussiens à Valmy et battit les Autrichiens à Jamnap. Pour ce qui est de Valmy, on peut dire que ce fut une non-bataille. Pourtant, si grand qu'il eût été, l'effort ne devait pas suffire. L'écueil des engagements militaires à court terme est qu'une fois la partie gagnée, les vainqueurs n'ont plus qu'une idée, rentrer chez eux. Ce fut ce qui arriva à la fin de 92. Des milliers et des milliers de soldats réclamèrent leur congé, et la crise d'effectifs devint d'autant plus dangereuse que l'exécution de Louis XVI décida bientôt les puissances à nouer contre la France une formidable coalition. La levée de 300 000 hommes qu'on décréta en février 93 avait pour objet d'y répondre. Mais cette fois, l'opération dans les départements de l'Ouest notamment rencontra de farouches résistances, et pas que là. Durant l'été qui suivit, il fallut donc en venir à une mesure plus radicale, la lever en masse, aidée par l'action des conventionnels en mission, ces salopios, comme on le disait, cette expérience de mobilisation générale. La première dont le pays eût été témoin s'accomplit dans le plus grand ordre, et 500 000 nouveaux soldats furent bientôt présents sous les armes. Ainsi se trouvaient constituées en plusieurs vagues successives ces fameuses armées de la République qui allaient émerveiller le monde et l'Empire. Dans une France qui n'avait possédé jusqu'alors que des régiments de métier, une telle masse de citoyens brusquement militarisés représentait vraiment une nouveauté formidable. Pas une famille qui n'eût désormais un ou plusieurs de ses membres en campagne. Pas une où les nouvelles du front ne fussent impatiemment attendues. Dans les boutiques du Marais, comme dans les fermes de la Beauce, le même souci dominait maintenant. Comment allait-on là-bas? Qui devenait-on? Et partout les esprits se faisaient plus tendus et plus graves. Chacun se passionnait pour la guerre parce que chacun s'y trouvait plus ou moins directement mêlé. Il y avait bien dans les grandes villes et à Paris surtout une catégorie de beaux jeunes gens pour lesquels la levée en masse était demeurée lettre morte. L'art de l'embuscade et de tous les siècles est si sévère qu'elles fussent, les lois de la République laissaient 1000 ressources aux esprits ingénieux. On pouvait se faire exempter comme fonctionnaire public ou obtenir une affectation spéciale dans la fabrication de guerre et dans les charrois militaires, ces refuges éternels des embusqués riches et bien portants. D'autres se découvraient une vocation subite pour les travaux agricoles ou simplement pour le mariage, la culture et l'hymen, procurant de nombreuses dispenses. On en était quitte pour lâcher la charrue ou sa femme, dès qu'on se sentait à l'abri et pour aller ensuite se promener sur les boulevards avec de gros gourdins et des cravates impressionnantes dans la tenue ordinaire des muscadins et mirliflores, bêtes noires des bourgeois paisibles et des observateurs de police. Mais n'attachons pas trop d'importance à une minorité vraiment peu digne de sympathie. La vie quotidienne de cette jeunesse dorée ne mérite pas qu'on s'occupe d'elle. Mieux vaut suivre jour par jour et dans la variété de leur pérégrination l'existence pénible et glorieuse de ces soldats de la République. Et cette armée si nombreuse aux frontières se divisa bientôt pour essayer d'enrayer une autre invasion venue de l'intérieur. Ce furent les guerres de Vendée. Et ben voilà, merci pour cette 5e partie de la vie quotidienne au temps de la Révolution. J'entamerai jeudi la 6e partie et nous continuerons par la boîte aux lettres des soldats
c'est-à-dire des lettres que ces soldats qui étaient aux frontières ont envoyées à leurs familles et qu'on a retrouvé, que l'auteur a retrouvé dans ses archives. Je vous remercie vraiment, je vous souhaite à tous encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 qui sera si riche en histoire de France, et surtout au mois de janvier. Je vous dirai le programme par la suite. Et je vais maintenant clôturer cette histoire de France, la vie au temps de la Révolution. C'était la 5e partie. À bientôt. Quand le roi a été assassiné, les conséquences se sont abattues sur le pays. La France a perdu son père, son âme, son cœur, sa protection, sa souveraineté. Nous espérons que cette vidéo vous aura éclairé sur le destin de la France pendant et après la Révolution. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France. La vie au temps de la Révolution partie 6.